parole. Exceptionnellement, dans ce sens public, je vous propose un second débat d'actualité. On a choisi d'analyser ce soir la question de l'antisémitisme en France avec deux faits marquants aujourd'hui. Emmanuel Macron a inauguré le musée Dreyfus dans la maison restaurée d'Émile Zola dans les Yvelines. Et puis ce matin, le procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll a ouvert devant la cour d'assises de Paris. Je vous propose un reportage pour démarrer. Audrey Vuettaz a rencontré les fils de Mireille Knoll, Alan et Daniel. Ce sont quelques clichés qui permettent à Alan Knoll de se remémorer sa mère Mireille. Ces photos, c'est des moments agréables parce que c'est des moments de fête. Mais ma mère était très gaie. Elle était une maman attentionnée qui prenait soin de nous à tout niveau et qui était très tolérante. Un point important. Parce qu'elle connaissait son assassin, elle le connaissait depuis de nombreuses années, c'était un voisin, elle l'aimait bien. Un voisin d'une trentaine d'années, jugé à partir d'aujourd'hui avec un autre prévenu pour le meurtre de Mireille Knoll, la mère d'Alan. En 2018, le corps de cet octogénaire de confession juive, rescapé des camps de concentration, avait été retrouvé lézardé de 11 coups de couteau et partiellement brûlé dans son appartement parisien. La justice a retenu plusieurs circonstances aggravantes, parmi lesquelles le caractère antisémite du crime. J'ai besoin de ce procès pour pouvoir faire enfin mon deuil, parce que depuis le décès de ma mère, je souffre de ne pas comprendre pourquoi elle ne nuisait à personne. C'est incompréhensible, cet assassinat. C'est une volonté, la manifestation d'une haine qui ne peut être qu'une haine antisémite. Daniel, le frère d'Alan, attend aussi beaucoup de ce procès. On attend surtout la vérité. Mais venant de monstres, je ne suis pas sûr qu'on l'aura, cette vérité. Je ne sais pas si on peut imaginer, mais qu'est-ce que ça fait de voir sa mère, de savoir que sa mère a été poignardée et en plus brûlée, comme à Auschwitz. Il n'y a pas pire. Pour nous, il n'y a pas pire. Je veux dire, il n'y a même pas un mot en français pour décrire ce qu'on peut ressentir. En revanche, il peut citer les causes de l'antisémitisme et l'ignorance arrive en tête. Il y a des gens qui sont stupides, sont tout simplement stupides, ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Ils pensent que tous les juifs sont riches, 2, ils pensent que tous les juifs sont complotistes, 3, ils pensent je ne sais pas quoi. Ils nous mettent sur le dos des choses... moi franchement... Moi, j'aide mon voisin, j'aide des gens. Je suis pas là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a quelques jours, une allée au nom de Mireille Knoll a été inaugurée par la mairie de Paris. C'est symbolique. Vous vous rendez compte que ma mère, qui aimait tellement Paris, n'aurait jamais pu imaginer un jour que son nom apparaisse à Paris. Mais Daniel et son frère veulent aller plus loin. Ils veulent que le 23 mars, le jour où leur mère a été assassinée, devienne la journée Mireille Knoll, une journée d'éducation et de lutte contre le racisme et les préjugés. La lutte contre l'antisémitisme, un combat sans fin, voilà le thème de notre débat. Je vous présente nos invités. Pascal Horry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, membre de l'Académie française. Vous publiez De la haine du juif, c'est aux éditions Bouquin. Noémie Madar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Pierre Ouzoulias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, archéologue, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Le Sénat qui a adopté le 5 octobre dernier une résolution non contraignante sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. On y reviendra évidemment. En visioconférence avec nous, Patrick Haddad, qui est le maire de Sarcelles, qui est également porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir, monsieur Haddad. Et Guillaume Darey, évidemment, qui est resté à mes côtés. Peut-être une réaction à ces témoignages des fils de Mireille Knoll, les mots qu'ils emploient et peut-être la qualification, comment la justice s'empare d'un procès comme celui-là, Pascal Horry. Comment vous l'analysez avec la question antisémitisme, pas antisémitisme, cette question qui se pose malgré tout et malgré ce qui s'est passé?
Je précise qu'un historien n'est pas un juge, mais un historien n'est pas non plus le fils d'une victime. Donc chacun, d'une certaine façon, prononce les paroles qu'ils ont à prononcer. En tant qu'historien, je m'interroge sur la nature d'un monstre, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Qu'est-ce que c'est que la stupidité? Je crois quand même qu'il y a un certain état de la société, dans certaines parties d'une société, parce qu'il ne faut pas généraliser, qui produit régulièrement de la xénophobie, de la haine sociale. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je appartiens à une génération qui pouvait penser, après la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, même la création de l'État d'Israël, l'historiographie, qui a beaucoup évolué, contrairement à ce qu'un non-candidat à l'élection présidentielle affirme. On y reviendra. Voilà. On pouvait penser que c'était réglé. Eh bien non. Oui, que ce combat était derrière nous. Oui, dans mon livre, je parle même de 30 glorieuses judéophiles en Occident. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un travail historiographique. Je l'indexe, de façon peut-être un peu aventurée, sur un sentiment de culpabilité, peut-être. Toujours est-il qu'on pouvait penser que ça appartenait au passé, que ça serait quand même résiduel. Premièrement, le résidu existe, mais il n'est pas négligeable. Il y a une tradition d'extrême droite classique. Il y a des formes plus sophistiquées, proprement racistes, fascistes, etc., voire nazis, mais qui n'ont pas complètement disparu. Et puis, il y a le Proche-Orient. Quand même le Proche-Orient. Enfin bref, on en parlera sans doute. Et à mon avis, la monstruosité, entre guillemets, la stupidité, je ne la trouverai pas, malheureusement, parce que c'est un jugement de valeur, mais c'est explicable. C'est explicable. Noémie Madar, vous le datez, le retour de cet antisémitisme, c'est quoi? C'est la nouvelle intifada, on est quoi, début des années 2000, c'est ça? Oui, clairement, on date ça au début des années 2000. L'UEJF, à ce moment-là, sort un livre qui s'appelle Les Antifeuges, où on compile malheureusement toutes les attaques, toutes les agressions antisémites à un moment donné, où la société ne veut pas voir cet antisémitisme qui monte, qui s'installe dans certains quartiers et qui fait notamment, par exemple, que beaucoup d'enfants juifs, à cette période-là, commencent petit à petit à quitter l'école publique. D'accord. Tiens, justement, je propose le témoignage de Patrick Haddad, qui est maire de Sarcelles. Peut-être pour une première question, vous serez avec nous pendant tout le débat, Patrick Haddad, mais peut-être un constat, je ne sais pas si vous avez un constat chiffré, est-ce que oui ou non, il y a un exode de la population juive de Sarcelles depuis plusieurs années? Alors à Sarcelles, pas tellement. Il y a un exode qui n'est pas forcément lié à l'antisémitisme. Je ne nie pas évidemment la réalité du problème et on va en débattre. On a plutôt une fuite des classes moyennes dans une ville comme Sarcelles, en particulier sur le Grand Ensemble, mais qui est plutôt liée à des questions sociales, avec des gens qui gagnent mieux leur vie et qui un jour vont vivre dans d'autres banlieues parisiennes plus cossues. Mais on est à côté de ça aussi une ville d'accueil pour des personnes de confession juive, par exemple de la ville voisine de Garges-les-Gonesse, dans laquelle il y a de moins en moins de personnes de confession juive ou de personnes de confession juive du 93. Et comme à Sarcelles, nous avons une ville cosmopolite avec des gens de différentes origines et une communauté juive qui est toujours présente en grand nombre, alors c'est une ville qui est plus favorable, plus accueillante pour des gens de confession juive qui pourraient se sentir isolés dans d'autres banlieues. Donc vous allez contre l'idée d'une pression antisémite qui amène certaines familles à quitter la ville. C'est pas un peu la méthode Coué quand vous nous dites ça? Alors, non, parce que si vous voulez, Sarcelles, c'est une ville qui est très atypique de ce point de vue. Si vous interrogez mes homologues du 93, peut-être qu'ils vous donneront une autre réalité. Ça dépend des communes. Mais ici, il y a une diminution assez faible de la population juive. Il y a une modification de sa structure. Mais vous pouvez venir le constater par vous-même. Et Noémie Madar connaît bien la ville, puisqu'on est partenaire sur un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Il y a toujours une population juive très importante à Sarcelles. C'est très atypique en banlieue. C'est pour ça que ça vous paraît peut-être étrange. Mais notre sociologie est très atypique. Et on parlera notamment du plan que vous avez mis en place, évidemment, pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Je reviens vers vous tout à l'heure. Pierre Ouzoulias, peut-être en partant du procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll, mais en le reliant à d'autres faits divers, est-ce qu'il y a une sorte de déni que le premier réflexe depuis quelques années, est-ce que ce n'est pas une sorte de déni du caractère antisémite de ces crimes dans la société française? Si, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais par rapport à votre question première de savoir à partir de quand les choses changent par rapport à l'antisémitisme, moi je citerais plutôt
la parole de Jean-Marie Le Pen quand il parle du détail de l'histoire et de Forisson avec la négation de la Shoah. Le premier crime antisémitisme, c'est celui-là. C'est nier la Shoah, nier la réalité des camps de concentration et nier, alors ça nous rapproche à l'actualité directe, ce qu'a été la politique anti-juive du gouvernement de Pétain. C'est toute cette réécriture de l'histoire qui a tendance à considérer que finalement la Shoah c'est complètement oublié. Et donc, pour des historiens dont je suis aussi, voir de nouveau monter cet antisémitisme, je partage votre sentiment, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible après 20 siècles d'antijudaïsme, après la Shoah ? Comment c'est possible aujourd'hui d'être encore antisémitisme? Mais alors peut-être je vais être pessimiste, mais peut-être que finalement ce sont les périodes, comme vous dites, des 30 Glorieuses qui sont des exceptions dans l'histoire. Hein. La fin de mon livre a une tonalité alors qu'on pourra qualifier de pessimiste, mais là aussi c'est un mot que les historiens ne peuvent pas prononcer. Mais enfin, je pense que, en particulier, le lien avec le ressentiment, la victimisation est là. Il n'y a aucune raison que ça change. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un remodélage de la victimisation, d'accord, mais il y aura toujours un ressentiment, des boucs émissaires, une xénophobie. On peut d'ailleurs cumuler les deux, les musulmans, les juifs, ou au contraire clairement séparer. Je ne vois vraiment pas comment ça peut disparaître. En revanche, c'est vrai que les formes que ça prend sont changeantes, et j'insiste quand même sur la géopolitique. Dans mon livre, je distingue 3 temps. Un temps religieux. Pour moi, ce qui est quand même capital, c'est le christianisme. Et j'essaye de démontrer, mais il y a un antiquiste en face de moi, qu'il n'y a pas de judéophobie dans l'Antiquité, ou alors c'est de l'anachronisme. Il y a des rapports de force politiques, etc. Bon, ceux qui font le siège de Jérusalem en 80, c'est Titus qui a comme compagne Bérénice, et le commandant en chef, dit Tibère Alexandre en français, est d'origine juive, etc., etc. Sans parler de Flavius Joseph. Bon. Et le dernier empereur païen, entre guillemets, c'est un mot de chrétien, n'est-ce pas, le païen, disons polythéiste, Julien dit l'Apostat. Qu'est-ce qu'il fait dans les 2 ans où il est à peu près maître du jeu? Il commence à reconstruire le temple de Jérusalem. Donc, la vraie question, c'est le christianisme. Je suis désolé de le dire. Bon. C'est le christianisme, donc d'ailleurs l'islam, qui en est quand même... Donc le premier antisémitisme, c'est le christianisme. C'est pas l'antisémitisme. Alors oui, vous dites judéophobie. Mais oui, judéophobie. Oui. Alors pourquoi? Tiens, c'est intéressant. Faisons un peu de sémantique, c'est bien. Premièrement, antisémitisme, c'est un terme qui apparaît au 19e siècle sous la plume d'un antisémite, parce que ça pourrait être sous la plume d'un juif. Mais non, c'est d'un antisémite qui vient de l'extrême gauche. Je suis désolé aussi de le dire. C'est typiquement l'intellectuel allemand, culture allemande, hegelien de gauche, matérialiste athée. C'est lui qui se saisit de ce que la science, avec un grand S, a inventé principalement au 19e siècle, la race. Et il y aurait une race juive. Et évidemment, comme le christianisme, et d'ailleurs l'islam, j'insiste là-dessus, ont accumulé tout un procès contre le juif, où le rapport à l'argent, surtout pour les chrétiens, est capital, le petit usurier juif alsacien devient Rothschild. Donc, c'est reparti pour un tour, et ça ne se terminera qu'avec la Shoah. C'est quand même très impressionnant pour un historien, pour un citoyen, de se dire, il y a d'abord le siècle des Lumières, il y a l'émancipation, etc. Donc voilà, on voit quel est le sens de l'histoire. Puis comme dit Pérec, l'histoire avec sa grande H, parce que le sens de l'histoire qui commence avec le siècle des Lumières se termine avec la Shoah. Ça rend prudent sur les prévisions. Et pour moi, la 3e époque est quand même très dominée par la géopolitique. Parce que je suis bien d'accord sur le fait que le temps passant, on refait en sens inverse le procès de Pétain, etc. D'accord, mais il y a quand même... Quand vous dites la géopolitique, c'est la nouvelle intifada, c'est le... Oui, c'est la présence d'Israël. C'est l'importation en France de combats moyen-orientaux. Bien entendu. Ça me prête quand même la grande énergie. Sans quoi ça serait à un niveau d'intensité non négligeable, sans doute, le temps passant, mais pas à ce point. Pas à ce point. Et désolé, je pense que dans les banlieues des grandes villes, cette dimension existe. Alors justement, Noémie Madar, je veux bien vous entendre là-dessus avec un chiffre pour commencer. C'est une enquête IFOP qui a été menée pour l'Union des étudiants juifs de France, qui dit que 89% des étudiants juifs se disent victimes d'antisémitisme. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez pu le catégoriser, cet antisémitisme, mais comment vous analysez ce chiffre? On l'analyse par un antisémitisme très banal au quotidien, notamment au sein des universités, mais ailleurs, qui vient beaucoup de l'extrême gauche et qui est relié, comme le disait M. Horry, à la géopolitique, au conflit israélo-palestinien.
Le même Donc, jour... solidarité avec les Palestiniens et qui se relie à un antisémitisme. Exactement, qui se relie à un antisémitisme, et les Juifs deviennent en quelque sorte les représentants d'Israël sur certains campus, à Saint-Denis, à Nanterre, à Tolbiac. Les étudiants juifs prennent le parti soit de ne pas se dire juifs, soit d'une certaine manière d'aller au combat et de toujours devoir argumenter, contre-argumenter. Et vous savez, le même jour que l'assassinat de Mireille Knoll, notre local à Tolbiac, pendant la commune libre de Tolbiac, qui était les blocus au sein de la fac, a été saccagé, vandalisé de façon extrêmement virulente et violente. Et sur les murs était inscrit « Mort à Israël ». Et on a été confronté à certains étudiants, notamment de syndicats d'extrême gauche, qui nous expliquaient que ce n'était pas de l'antisémitisme parce qu'il était écrit sur les murs « Mort à Israël ». Pierre Ouzoulias, je vous vois prendre des notes, ça vous fait réagir parce que c'est souvent un argument que vous contrez. Non, du tout. Non, du tout. Du tout. Il y a une extrême gauche qui est, comme le dit très bien Stéphanie Rosa, qui est contre les Lumières, qui est contre la République et qui a une vision raciale et essentialiste des problèmes sociaux et historiques et que je combats avec la même énergie que l'extrême droite. Et qui se sert, est-ce que vous iriez jusque-là, et qui se sert du combat de défense des Palestiniens comme un faux-nez de leur antisémitisme? Est-ce que vous allez jusque-là? Oui, je crois qu'il y a une forme de syllogisme de la haine qui est simple et révoltant à la fois. C'est Israël est contre les Palestiniens, les Juifs défendent Israël, donc je suis contre Israël. Et c'est tout. Et ça ne va pas plus loin. Voilà. Et c'est en effet catastrophique, parce que, moi je le dis de façon très très forte, la République a besoin de la communauté juive. Parce que la communauté juive a construit, avec d'autres, et notamment les protestants, la République. Et que si elle disparaît en France, elle nous manquera. Elle manquera à la République parce qu'elle est constitutive d'une certaine idée de la nation, que moi je défends en tant que républicain. Alors, je l'ai dit quand je vous ai présenté, le Sénat a beaucoup travaillé sur la lutte contre l'antisémitisme. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre de nouveau sur le plateau de Sens Public. Bienvenue Steve, vous pouvez venir avec donc cette résolution qui a été adoptée au début du mois. Oui, une résolution, c'est-à-dire une mesure qui ne contraint ni le gouvernement ni les magistrats lors d'un procès. Cette résolution, Thomas, elle a été proposée par la droite et le centre. Elle a été mise sur la table par Bruno Retailleau et Hervé Marseille, président du groupe Les Républicains, président du groupe Union Centriste au Sénat. Les deux hommes souhaitaient proposer une définition d'un antisémitisme qui a, selon eux, évolué ces dernières décennies. Une définition qui prenne en compte ce qu'on a pu appeler le nouvel antisémitisme. Écoutez Bruno Retailleau. Hier, cet antisémitisme, ces actes antisémitistes, étaient principalement le fait d'une idéologie de l'extrême droite. Aujourd'hui, un autre écosystème s'est mis en place dans des territoires perdus de la République, gagnés par l'islamisme, des territoires où on ne peut plus enseigner à l'école la Shoah, des territoires où trop souvent nos compatriotes de cette confession se voient cracher au visage les mots de sale juif. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Résolution donc adoptée par le Sénat le 5 octobre, résolution qui définit donc l'antisémitisme de la façon suivante. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Une définition proposée à l'origine par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une définition qui ne fait pas consensus. À gauche, côté communiste, M. Ouzoulias, on considère que cette définition est trop large, qu'il faut la préciser pour ne pas censurer la critique de la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens, Thomas. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Alors justement, Pierre Ouzoulias, est-ce que vous pouvez détailler finalement les critiques que vous faites face à cette résolution? Qu'est-ce qui lui manque? Mais ce qui lui manquait d'abord, c'est que c'est une déclaration, comme ça a été très bien dit, qui vient d'une organisation dont l'objectif est de travailler sur la mémoire de la Shoah. Or, dans la résolution, à aucun moment on nous parle de la Shoah. Donc,
il manquait quelque chose. Dans l'exposé des motifs, il y avait uniquement un antisémitisme d'origine musulmane. C'est ce que dit M. Retailleau. Moi, je vis aujourd'hui l'émergence du phénomène Zemmour avec énormément d'inquiétude, parce que je reconnais la figure du fascisme français que mes grands-parents ont combattu. Et dans une résolution, je ne veux pas qu'on oublie ça. Monsieur Retailleau a tendance à considérer que ça y est, c'est un extrémisme du passé qui n'existe plus. Non, non. Malheureusement, il revient, et il revient de telle façon qu'aujourd'hui, son candidat, il est sur le point d'atteindre le second tour. Et si c'était seulement en France, à la rigueur, on pourrait dire qu'il y a une situation française particulière, mais c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie. Il y a un mouvement néo-fasciste européen qui m'inquiète énormément. Oui, on va être prudent sur les leçons qu'on tire des sondages. Hein. On l'a dit suffisamment ici. D'accord, mais on est quand même loin du premier tour, il n'est pas encore au second tour. On verra. Je suis entièrement d'accord. Soyons prudents là-dessus. Alors justement, le cas Éric Zemmour, je vous propose de réentendre ou d'entendre cette déclaration. C'était sur Europe 1 le 26 septembre dernier, réaction d'un Éric Zemmour qui veut parler d'histoire et du régime de Pétain, du régime de Vichy. Quand Vichy prend ces lois discriminatoires, que je condamne évidemment, parce que maintenant je suis obligé de tout préciser, puisqu'on me prête des choses délirantes. Donc évidemment je les condamne, parce qu'en plus ça me touche moi, en l'occurrence. Bon. Je n'aurais pas pu faire mon métier, je n'aurais pas pu être ce que je suis, etc. Donc, vous voulez condamner les lois antisémites? Mais elle n'était pas dans une logique exterminatrice. Oui, pour vous, il n'y a aucun lien. Mais c'est pas pour moi. Encore une fois, tous les historiens le disent. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice. Non, effectivement. Tous les historiens le disent. Et vous, Pascal Horry? Pas précisément, ni mon ancien élève Laurent Joly, par exemple, pour ne citer qu'un nom. Non, mais ça, c'est effectivement une historiographie qu'on pensait dépassée. Qui s'est éteinte à la fin des années 60, quand en particulier une historiographie anglo-saxonne, mais pas que, française aussi, a vraiment regardé de près les documents et a montré le zèle collaborationniste du régime. Alors, mais il faut être un peu subtil, ça c'est vrai. Bon. Pétain n'est pas nazi, évidemment. Et c'est ça que souhaitent les Allemands. Les Allemands ne souhaitent pas la prise du pouvoir par Doriot, par exemple. Ils souhaitent quelqu'un d'assez populaire, parce que la popularité de Pétain est indéniable, et qui va permettre de couvrir, fondamentalement pour les Allemands, une politique de collaboration dans tous les domaines. Mais puisque, justement, les Français font du zèle, parce que le premier statut des Juifs, le deuxième statut des Juifs, donc 40 et 41, ce sont des initiatives françaises. Donc, j'allais dire pétainistes. Les Allemands se frottent les mains. Ils n'en avaient pas demandé autant. C'est ça la très lourde responsabilité du maréchal Pétain au départ. Et ça va jusqu'à la fin, parce que ce chef de l'État est chef de l'État jusqu'au bout. Alors que personnellement, j'avais été un des premiers, puis Laurent et les autres sont d'accord, vers la fin, en 1944, ce régime est devenu un régime fasciste. Voilà, c'est ça l'histoire. Ça demande un petit peu de dialectique. Oui. Mais quand Éric Zemmour dit que le régime de Vichy a protégé les Juifs français au détriment des Juifs étrangers, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Il y a un fond qui est lié à la logique effectivement nationaliste de Pétain, qui fait que, alors c'est par exemple la logique théoriquement du premier commissaire général aux questions juives. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà ça déborde, mais son successeur est un exterminationniste justement. Ouais. Hein. Et c'est Darquier de Pellepoix. C'est celui qui sera interviewé dans les années 70, qui va relancer d'ailleurs la dynamique autour de ce sujet. Donc voilà, que ce candidat lise des historiens un peu plus... Pas encore candidat. Oui, ce candidat putatif. Un juif pratiquant qui dénonce l'antisémitisme des musulmans, qui réhabilite Pétain, est-ce que c'est une source de discorde, Noémie Madar, au sein de la communauté juive? Écoutez, il n'y a pas de vote juif. On a été assez nombreux à le dire, mais c'est certain qu'il y a un malaise, puisqu'il se sert de sa part de judéité d'une certaine manière, qu'il la met en avant, et que pour certains, ça vient excuser ce qu'il pourrait le dire. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen le dit. Et puis, la réalité quand même, c'est que les Français juifs ont été les premières victimes de l'islamisme en France, ou en tout cas ces dernières années, avec Ozar Hatorah notamment, des enfants, leurs pères, qui sont assassinés dans leur propre école, une école de la République, et que donc ils ont peur. Et Éric Zemmour s'adresse
aux peurs rationnelles ou irrationnelles. Donc voilà, nous sommes en procès contre Éric Zemmour. Nous avons été les premiers à le faire condamner en 2011 pour des propos racistes, pour un jeu raciste. Nous sommes en procès pour contestation de crimes contre l'humanité sur ces propos-là, qu'il avait déjà tenus sur un autre plateau en octobre 2019. Nous avons eu la première audience. Et ce qui était intéressant, c'est les propos d'Éric Zemmour pendant cette audience-là, qui n'était ni télévisée, ni quoi que ce soit. Donc voilà, nous étions dans une salle du tribunal. Et Éric Zemmour, d'une certaine manière, vient se servir de ce qu'il développe comme idéologie pendant la Seconde Guerre mondiale pour le projeter dans la réalité d'aujourd'hui. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, dans une époque terrible où l'antisémitisme était à son paroxysme, eh bien, les Juifs qui étaient vraiment français, ils ont été sauvés. Donc finalement, aujourd'hui, les personnes et les citoyens qui sont vraiment français, de 1000 manières différentes, eh ben, ils seront sauvés. Donc il fait un retournement de la charge de la responsabilité. Ce n'est pas la victime, ce n'est pas le bourreau qui est responsable d'agresser, mais c'est bien la victime qui est responsable de ne pas être assez française, de ne pas avoir un prénom assez français. Et c'est ça finalement qu'il fait, et c'est pour cela aussi qu'il vient développer cette idéologie-là sur Pétain et cette période-là. Je me tourne de nouveau vers Patrick Haddad, qui nous écoute depuis tout à l'heure, qui est avec nous depuis Sarcelles, maire de Sarcelles et porte-parole du Parti socialiste, je le rappelle. Comment je ne sais pas quel terme employer, cette ambivalence ou ce double discours d'Éric Zemmour, comment il est reçu dans votre ville? Est-ce qu'il est beaucoup commenté? Je sais qu'il y a beaucoup d'espaces de dialogue entre les habitants, notamment les habitants de différentes confessions. Comment c'est commenté, cette prise de position? Alors c'est encore un peu tôt pour le dire, parce que on est en pleine effervescence aujourd'hui, et que on a des expressions sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas un sondage grandeur nature, si vous voulez, sur la cote de popularité de quelqu'un comme Éric Zemmour à Sarcelles. J'ose penser qu'il n'a pas beaucoup de supporters dans une ville comme la nôtre, où traditionnellement, les extrêmes sont faibles. Le vote Rassemblement national est faible. On n'a pas eu de liste Rassemblement national depuis 1995 ici. Maintenant, comme le disait Noémie Madar, comme Éric Zemmour se sert d'une part de sa judéité pour pouvoir penser qu'il a une carte blanche pour dire des choses absolument abominables qui auraient été condamnées de façon beaucoup plus ferme par la classe politique, je pense, si c'était Jean-Marie Le Pen qui l'avait dit, comme il le disait dans les années 80, on n'est pas à l'abri du fait qu'il y ait une forme de contagion de sa pensée dans certains milieux populaires de la communauté juive. Mais ce que je note quand même dans le discours de Noémie Madar, qui est extrêmement clair là-dessus, mais aussi chez un certain nombre quasiment tous les dirigeants institutionnels de la communauté juive, qu'ils ont pris des positions très claires pour condamner les propos d'Éric Zemmour et appeler les Français de confession juive à surtout ne pas tomber dans le piège qui leur tend. Et j'espère qu'ils seront le plus nombreux à suivre plutôt les dirigeants de la communauté juive et le message républicain au-delà, plutôt que les horreurs que profère Zemmour, qui sont extrêmement dangereuses en soi, mais aussi dans une ville comme Sarcelles, où on a un très grand travail de cohésion sociale à faire, des gens qui jouent, qui jettent de l'huile sur le feu, qui poussent les communautés les unes contre les autres. C'est un vrai poison pour nous, et c'est un poison que je combattrai personnellement en tant que maire, mais aussi en tant que socialiste jusqu'au bout. Pascal Horry, vous vouliez réagir? Supposons un instant que les Juifs de France... C'est d'ailleurs terrible. Moi, il y a 30 ans, j'aurais même pas pensé que j'aurais pu prononcer une phrase avec Juifs de France. Et on était dans l'universalisme, et puis c'est reparti, clairement. Bon. Mais bon, supposons qu'il ne tombe pas dans le piège de Éric Zemmour, je prononce son nom pour la première fois. La question, c'est de savoir si, du côté de l'autre... on peut supposer donc qu'il y aurait quand même quelques Juifs extrémistes qui se retrouveraient dans ces propos-là, et qui ont des règlements de compte, même a posteriori avec les musulmans. On peut se demander, en revanche, de façon plus crédible, si dans des extrémistes musulmans, ce n'est pas pain béni. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez un juif particulièrement islamophobe. Donc, comme d'habitude, les extrêmes il va alimenter cette judéophobie. Ils se tiennent, les extrêmes se tiennent. C'est une réalité qu'on voit déjà, nous, et c'est pour ça que le danger, le fait qu'il se serve dans la cité de sa judéité d'une certaine manière, on l'a vu, je l'ai vu déjà dans des classes depuis le début de l'année quand on intervient. Zemmour, c'est le raciste et c'est le juif. Donc, voilà.
Dans l'actualité de ce jour, il y avait aussi, je vous le disais tout à l'heure pendant les titres, l'inauguration par le président de la République du musée Dreyfus dans la maison restaurée d'Émile Zola, lieu restauré après 10 ans de travaux, où le visiteur peut découvrir en parallèle le destin des deux hommes, le capitaine Dreyfus et celui d'Émile Zola et de son célèbre J'accuse, à la une du journal L'Aurore. Emmanuel Macron qui déclarait tout à l'heure « N'oubliez rien de ces combats passés car ils disent que le monde dans lequel nous vivons, comme notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis ». Guillaume Darey, est-ce que Emmanuel Macron, en se rendant à l'inauguration de ce musée, fait aussi un peu de la politique? Est-ce qu'il répond, même sans le nommer, à Éric Zemmour aujourd'hui et peut-être depuis quelques semaines? Évidemment, rien n'est laissé au hasard dans une telle visite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir l'évolution d'Emmanuel Macron et de son entourage dans la façon d'appréhender Éric Zemmour. Ouais. Jusqu'à il y a quelques jours, quelques semaines, l'Élysée disait « Éric Zemmour, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire de la droite et de l'extrême droite parce qu'en fait, c'est à elle, électoralement, qu'il prend des voix ». On voit que ça a évolué quand même depuis quelques semaines et désormais Emmanuel Macron y répond à Éric Zemmour. C'est pas la première fois aujourd'hui. Il l'a fait par exemple sur la peine de mort à l'occasion de la commémoration de l'abolition de celle-ci avec Robert Badinter. Il l'a fait aussi sur la question des prénoms où il avait dit que c'est pas justement sur les prénoms que s'est fondée notre identité française. Donc on voit qu'il ne le cite jamais, il ne prononce jamais le nom d'Éric Zemmour, mais c'est sur le terrain des valeurs qu'il a choisi de lui répondre. Est-ce que l'antisémitisme peut être un enjeu de la campagne présidentielle, Pierre Ouzoulias? Non, je ne le crois pas. Ça passe... Non, je ne crois pas. On est un peu dans la même logique que le déni dont on parlait tout à l'heure, c'est pas vraiment un enjeu de campagne. Écoutez, moi je suis sur le terrain, dans une ville populaire. La première préoccupation des gens, c'est comment ils vont se chauffer cet hiver. C'est tout. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'avec une augmentation du prix du fioul et l'électricité, les gens ils vont baisser la température de leur appartement et passer l'hiver avec 12 degrés. Et ça, je pense que ça motive pour les élections. Choisir entre manger ou se chauffer. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est un choix terrible. Ça, c'est un choix terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, la campagne, elle finira par se faire là-dessus, heureusement. Mais est-ce qu'il faut faire de l'antisémitisme un enjeu de campagne ? Non, moi je pense qu'il faut revenir sur un combat républicain, qu'un combat républicain fort. Rappeler ce que c'est la République, essayer de par la raison. Moi je crois beaucoup à la raison. Je suis un fils des Lumières. Je pense qu'il faut rappeler par la raison que la République française, elle se fonde pas ni sur la religion, ni sur la race, ni sur la couleur de la peau, mais sur la citoyenneté. Et que ça, le lien citoyen, c'est l'expression même de la République. Quand on aborde une élection comme l'élection présidentielle en essayant de monter les uns contre les autres au nom de leur soi-disant race, de leur couleur de la peau, on dévoie la République. Et moi, je lance un appel, y compris ici, dans l'hémicycle, à mes collègues de droite, pour qu'il y ait un arc républicain qui s'oppose de façon forte à tous les anti-républicains, d'où qu'ils viennent. Pascal Horry. En même temps, l'historiographie, la science politique aussi, ont découvert, à mon avis un peu tardivement, l'émotion. Et à quel point l'histoire serait incompréhensible sans les émotions. Donc nous arrivons avec notre raison, qui d'ailleurs pas tout à fait synonyme de rationalisme, on pourrait discuter 1 heure là-dessus, et puis parfois il y a submersion. Ouais. Quand il y a un état de crise, alors crise politique, crise économique, voilà. Oui, les campagnes électorales, elles se jouent de plus en plus sur un volontarisme raisonnable, ou même plus ambitieux, rationnel, pourra être le grand barrage. En histoire, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Ça fait parler de lui, Thomas, mais est-ce que ça ne constitue pas aussi une limite électorale pour Éric Zemmour? Parce que moi, j'ai quand même le sentiment que ces déclarations sur le maréchal Pétain, sur l'immigration, sur les prénoms, ça peut quand même constituer un vrai frein pour une partie d'électorat de droite qui pouvait écouter, peut-être être séduit par certaines déclarations d'Éric Zemmour. Quand ils entendent ça, les lecteurs classiques, le sympathisant de droite, ils disent « Non, on ne va pas aller jusque-là ». Certains disent « Oui, c'est important de donner un prénom français quand on est issu de l'immigration ». Ce même électeur, il entend on va faire une loi pour interdire les prénoms étrangers. Il dit c'est pas réaliste. Moi, je pense que ça peut constituer comme un frein au fait de séduire davantage d'électeurs de droite pour Éric Zemmour. Ouais, et ça rejoint ce qu'on disait dans notre premier débat sur le niveau de rejet ou de détestation du quasi-candidat. Je vous propose d'entendre tout de suite une autre réaction. C'était ce matin sur France 2. Haïm Corsia, le grand rabbin de France, il alerte sur la banalisation des actes antisémites, notamment dans la sphère des réseaux sociaux et d'Internet. Ça sera notre dernier thème. Ce qu'on voit, c'est
une violence du quotidien, une sorte de banalisation des actes, peut-être poussée par une banalisation des mots, peut-être poussée aussi de manière évidente, de mon point de vue, par cette violence permanente sur Internet. Et tant qu'on ne sera pas capable de sanctionner avec fermeté toutes les dérives, on arrivera à des gens qui, parce qu'on dit ils sont fous, ils sont pas conscients, enfin je sais tout ce qu'on a entendu, et pour Mireille Knoll et pour le docteur Sarah Halimi. La réalité, c'est pourquoi, quand une violence s'incarne contre quelqu'un, c'est contre quelqu'un qui est juif, avec cette obsession de la haine des juifs, cette obsession. Pourquoi, dans une société où manifestement il y a des problèmes, il y a une sorte de maladie collective, pourquoi ça s'incarne dans l'antisémitisme? Pourquoi des personnes qui manifestent contre des vaccins sont capables d'avoir des propos et des gestes antisémites? Alors, c'est pas nouveau, le complotisme a toujours été le terreau de l'antisémitisme, ça c'est une certitude, mais qu'est-ce qui est nouveau pour vous, Noémie Madar, dans les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle la bulle cognitive des algorithmes notamment en matière d'antisémitisme. Oui, bien sûr, en matière de racisme aussi, de haine sur les réseaux sociaux. Nous, pour vous dire, nous avons fait condamner Twitter il y a quelques mois pour défaut de modération. Et la responsabilité sur les réseaux sociaux, elle est double. Elle est celle des plateformes qui refusent aujourd'hui de modérer pour une grande partie d'entre elles, et la responsabilité des auteurs. Les plateformes ne sont pas responsables aujourd'hui en France ni en Europe, d'un côté. Elles ne sont pas éditrices ou éditeurs. Mais elles ne sont pas responsables. Elles n'ont pas la responsabilité éditoriale, c'est ça. Exactement. Lorsqu'on veut attaquer Twitter en justice, il faut aller à Dublin pour l'attaquer. Et de l'autre côté, ceux qui tweetent ou ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux ne se sentent pas tellement responsabilisés, puisque, sauf malheureusement dans le cas de l'affaire Mila, où il y a eu des menaces de mort, donc c'était devant le civil, devant la 17e chambre, les condamnations sont très rares, elles prennent des années et peu sont ceux qui se disent que les propos sont assez graves pour aller devant la justice. Et la deuxième chose, et peut-être pour rejoindre le grand rabbin, c'est que on a l'impression qu'il y a de l'antisémitisme, mais jamais d'antisémites. On parle d'un concept comme s'il n'y avait pas des hommes derrière cette haine. Et c'est là aussi, je pense, le mal de cette période-là. Votre analyse sur finalement cette nouveauté dans l'antisémitisme, qu'est la puissance des outils des réseaux sociaux et de leurs algorithmes. Alors, est-ce une nouveauté ou simplement le déplacement de la notion de média? J'ai eu l'occasion de me replonger dans les journaux de l'époque de l'affaire Dreyfus. On est très frappé par la violence explicite dans ce qui serait aujourd'hui les médias installés de l'antijudaïsme. Donc, ça a reculé énormément sur ce plan-là. J'allais dire, nous sommes dans les médias institués. Le problème, c'est la concurrence avec les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux sont contradictoires, ils partent dans toutes les directions. Ce sont des amplificateurs, en particulier de comportements extrémistes. Est-ce qu'ils sont représentatifs de la masse de la population française? Franchement, quand je me reporte en esprit à l'époque de l'affaire Dreyfus, je pense que non. Je pense que non. Mais il n'en reste pas moins que si, je reviens à l'état de crise, si la xénophobie, prenons la xénophobie en général, on pourrait mettre donc les juifs et les musulmans dehors, les deux, il n'y a pas que la solution Zemmour. À ce moment-là, c'est une ressource dans une certaine situation de crise. Et je ne pense pas que nous soyons sortis des différentes crises qui s'accumulent, y compris d'ailleurs la crise, après la crise sanitaire, la crise écologique, où comment peut-on penser, là, c'est l'historien qui parle, même si j'ai l'impression de jouer au prophète Ézéchiel ou Jérémie, mais comment peut-on penser que si la prophétie écologiste est confirmée, ça ira nécessairement vers plus de démocratie participative? Ça peut aller de plus en plus vers des régimes autoritaires et nationalistes. Parce que 2020, ça s'est caractérisé historiquement par deux choses. La preuve de la mondialisation qui s'appelait le virus et le Brexit. Donc pourquoi il y aurait contradiction Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à cette émission. Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Si je ne me trompe, ce sera avec bonheur. J'appelle le titre de votre livre, De la haine du juif. C'est publié aux éditions Bouquin. Voilà.